Ils ont rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, au moment où on se parle, on voit toujours des images qui nous proviennent en direct de Lewiston, dans le Maine, où le dernier bilan fait état de 18 morts, 13 blessés. Mario, on a préparé un tableau, le nombre d'armes à feu par habitant aux États-Unis versus d'autres pays, le Canada notamment. Il y a plus d'armes à feu que d'Américains. Au Canada, on est autour de 35. Allemagne, un peu moins. Japon, il n'y en a presque pas. Et sachant que ça ne s'améliore pas avec les années, c'est difficile de voir la lumière au bout du tunnel après autant de fusillades de masse cette année, alors que l'année 2023 n'est même pas encore terminée. Ouais, puis le cas du Maine est un cas intéressant, là, si on regarde des armes à feu. Là, ouais. Parce que la tragédie, le triste événement d'hier arrive. C'est un petit État en population, pas de grande ville. Écoute, Lewiston, là, ça a 36 000 de population. C'est la deuxième ville de l'État. Là. C'est pour dire comment c'est petit. Et qu'il y avait, malgré, écoute, il n'y a aucune loi sur les armes à feu. Là. Donc, tu as une liberté à peu près complète et totale de d'acheter, de transporter, de l'amener partout, de le rentrer au restaurant. Pas nécessairement qu'il soit visible, mais sur toi, pas de problème. C'est la liberté la plus totale au niveau des armes à feu. C'est même interdit. Un maire de municipalité qui voudrait, dans sa ville, encadrer quelque chose, n'aurait pas le droit. Il est interdit. Dans les lois là, de l'État, il était interdit pour une collectivité locale de se mettre la moindre règle qui brimerait la liberté en matière d'armes à feu. C'est pour te dire jusqu'où ils sont. Mais ils avaient, jusqu'à tout récemment, une relative tranquillité, pas un haut taux de criminalité. Justement, peut-être parce qu'il n'y a pas de grande ville, puis les gens ont beaucoup d'armes, mais c'est des chasseurs. Puis, et donc, ils avaient des taux, là, par exemple, de morts par arme à feu les plus bas aux États-Unis. Mais là, malheureusement, ça, c'était... faut remonter dans le temps. Là, ils s'en vont dans la mauvaise direction. Et l'événement en place, comme d'aujourd'hui, nous dit, ouais, mais même si... c'est des chasseurs. Tu gères bien ça, une certaine liberté pour les armes à feu. Peut-être mieux que dans d'autres grandes villes. Il reste que... Prenons le cas là, des cas de santé mentale grave. À partir du moment où tu ne vérifies pas les antécédents de santé mentale, tu peux permettre à tout le monde de s'acheter une arme de guerre. Parce que c'est plus que pas vérifié, là. T'as vérifié. Tu sais que le type a une situation de santé mentale très grave. Non seulement il a été hospitalisé d'une situation de santé mentale, mais il a exprimé une volonté ou une menace de commettre ce genre de crime de masse. Et même dans ces cas-là, ils ont pas... Il y a quelque chose qui s'appelle aux États-Unis, dans certains États, le red flag, c'est-à-dire le drapeau rouge, permettant, par exemple, à une institution de santé, un institut psychiatrique, qui constate qu'une personne pourrait être à risque, avoir des comportements violents ou entendre des voix ou toutes sortes de problèmes là, de psychose ou autre, on pourrait s'adresser au tribunal pour demander que cette personne-là se voit retirer la possession de ses armes à feu. Alors ça, le red flag, ils ont pas ça au Maine, ils l'ont déjà regardé. Je pense qu'il y a une loi qui va un peu dans ce sens-là, mais qui n'est pas appliquée. Ils ont ce qu'ils appellent le yellow flag là, pour les cas extrêmes. Mais pour un cas de santé mentale, si tu n'as jamais commis d'acte criminel, si tu as juste un problème de santé mentale. Donc là, tu te retrouves avec un type hospitalisé en psychiatrie qui a menacé de poser ce genre de crime violent. Et puis, tu lui laisses dans les mains pas juste un fusil pour aller à la perdrix, là, tu lui laisses entre les mains un fusil de guerre de haut niveau. Fait que, tu sais, c'était un peu prévisible, c'est certain que c'est vivre à risque. Ben, on peut jamais dire, tu sais... On pense toujours que ces choses-là arriveront pas, puis on se dit toujours, malgré tout, dans une petite place comme nous autres, à Lewiston, ça arrivera pas. Mais est-ce que, si tu me poses la question, est-ce qu'on prend des risques en agissant comme ça? C'est bien évident que oui, hein? On parlait au docteur Cavana tout à l'heure, qui travaille dans un hôpital à Atlanta, en Georgie. Et lui-même, Mario, lorsqu'il fait ses courses dans la vie de tous les jours, lui et ses collègues, toujours une arrière-pensée. Tu fais tes courses, tu vas au cinéma, puis tu te dis, ben oui, c'est vrai que n'importe qui pourrait arriver, surgir avec une arme de guerre, puis tuer tout le monde. Ça fait partie maintenant du quotidien de plusieurs Américains de se dire, on n'est pas à l'abri, peut-être que la personne à côté de moi est armée. C'est là qu'on est rendu aux États-Unis. La personne à côté de toi, elle est probablement armée. Là. Écoute, c'est incroyable aux États-Unis, la quantité de gens qui se promènent armés. Maintenant, un geste, je te dirais quand même que d'après moi, hier après-midi, les gens de Lewiston au Maine n'avaient peut-être pas ce sentiment-là qui existe dans les grandes villes, qui existe dans des villes qui ont connu le terrorisme, toutes sortes. Tu sais, t'es dans
Tu sais, le Maine, là, c'est vraiment, t'es dans la ruralité, t'es dans la tranquillité, mais c'est un dur rappel là, que personne n'est à l'abri. J'en profite pour dire, on a quand même, nous les Québécois, toute une connexion avec Lewiston. Tu sais, ça n'existe plus les bottins téléphoniques, mais à l'époque, si tu prenais le bottin téléphonique d'une ville comme ça, mais Lewiston est peut-être une de celles où il y avait les plus fortes concentrations. Tu sais, tu vas regarder, là, tu vas avoir des Lepage, des Dubé, des Lachapelle, des Gélina, tu sais, j'ai regardé sur le conseil municipal, dans toutes les institutions de la ville, c'est plein de noms québécois, francophones. À l'époque, on disait Canadiens. C'est des Canadiens français qui allaient travailler aux États entre 1880 quelques jusqu'à 1900-1910, alors que le Québec était très pauvre, avait peu d'industrie, pas beaucoup d'emplois. Moi, mon grand-père Dumont a 2 de ses frères. Ils sont pas allés au Maine, ils sont allés au New Hampshire, juste l'autre côté de la frontière. Mais, tu sais, il y avait pas beaucoup d'emplois au Québec. Les jeunes arrivaient 18, 19, 20 ans. Ils étaient des grosses familles. Fait qu'il y en a un qui reprenait la ferme, là, le plus vieux, un des plus vieux qui aimait l'agriculture reprenait la ferme. Sinon, il pouvait aller bûcher, mais il n'y a pas beaucoup d'emplois possibles. Et aux États-Unis, ils partaient ces usines là, dans le textile et autres. Alors, c'est énorme là, le nombre de Québécois qui sont allés et qui sont jamais revenus. Puis c'est intéressant parce que moi, je l'ai vu dans la famille. La première génération parlait parfaitement français. Qu'est-ce que c'était des francophones qui venaient de partir du Québec. Ils ont appris le français à leurs enfants, qui sont aujourd'hui des gens qui ont 80 ans dans ces eaux-là. Puis la génération d'après, ils savaient que leurs parents parlaient français, mais ils ne parlaient pas. Puis les jeunes, aujourd'hui, ben ils sont même pas vraiment trop au courant de cette histoire de français-là, de l'arrière-grand-père. Là. Ils savent à peine que ça existe. Ils ont un nom qu'ils ont appris à prononcer à l'anglaise, puis je suis pas sûr qu'ils savent que ça vient du Québec. Là. Front commun, Mario, première journée de grève. En fait, il y a 3 dates à retenir. 6 novembre pour le Front commun, 8 et 9 novembre pour les membres de la FIC. Écoutons ensemble le premier ministre François Legault et la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. J'ai annoncé que j'allais faire un 4e dépôt gouvernemental, 4e dépôt que je fais depuis le début de cette négociation-là. Je dois dire que je m'attends à ce que les syndicats fassent également des mouvements dans ma direction, parce que c'est important dans une négociation que les 2 parties fassent des mouvements. J'espère que les syndicats d'infirmières là vont pas prendre les Québécois, les patients québécois en otage là, avec la grève qui annonce. L'offre bonifiée sera présentée ce dimanche. Mario, tu t'attends à quoi pour la suite? Qui doit mettre de l'eau dans son vin? Bien là, Julie, je te dirais quasiment, l'offre est déjà refusée, là. Parce que la journée de grève est déjà prévue. Ouais. Ben, entre toi puis moi, penses-tu vraiment... Ben là, ça serait un coup d'éclat qui passerait dans les livres d'histoire de relations industrielles au Québec, qu'on dise que des manifestations organisées puis les autobus réservés ont été annulés sur la base d'une offre. Mais là, on a vraiment l'impression qu'on assiste à une pièce de théâtre déjà écrite. Le gouvernement va déposer son offre. Ben, je pourrais te faire le texte, ce qu'ils vont répondre. Ils vont dire, c'est la pire offre, on n'a jamais imaginé si pire que ça. Là, ils vont aller en grève. Puis là, le gouvernement va dire, là, ils vont faire les journées de grève. Ouais. Oui, c'est comme si c'est tout écrit d'avance, puis c'est un peu, en tout cas, je pense que pour les... Parce que, tu sais, l'offre, là, bon, là, ils vont dire... Mais tu sais, mettons que le gouvernement rajoute, chaque pourcent que le gouvernement rajoute de nos impôts, c'est 600 millions. Chaque, là, mettons, 1% et 2 tiers, là, c'est 1 milliard de plus qu'il faut qu'on paye de nos impôts collectifs annuellement. Puis pour l'éternité, pour toute la vie, parce que c'est tous des gens qui ont la permanence d'emploi. Et que c'est ce qu'on appelle des montants récurrents, là, qui reviennent toujours année après année après année, qu'on ne soustrait plus jamais. Donc, tu sais, c'est pas qu'il faut pas en mettre plus. Il faut payer nos employés, il faut recruter, il faut garder nos profs, il faut plus en perdre. Mais tu sais, je me mets dans le dépôt du contribuable. Peut-être qu'en son nom, Sonia Lebel va mettre sur la table là, dimanche, je sais pas moi, 1,5 milliard de plus de notre argent. Puis là, tu te fais dire, ça vaut rien. Tu sais, pour le contribuable, bon, OK, c'est correct. Là. Puis là, mais moi, sincèrement, je regarde tout ça aller avec un certain découragement. J'ai vraiment l'impression d'une pièce de théâtre tout écrite. L'offre va être déposée, l'offre va être la pire qu'il n'y a jamais eu, les journées de grève vont avoir lieu, puis là, après ça, quoi? Est-ce que ces gens-là se parlent, négocient? Ils s'entendent même pas sur le pourcentage, parce que du côté syndical, on dit c'est 9 sur 5 ans. Le gouvernement dit non, c'est 13 sur 5 ans. Le syndicat veut monter jusqu'à 20 La différence, c'est 2 choses, oui. Ouais.
La différence, c'est deux choses. C'est que le gouvernement compte tout. Le gouvernement compte un montant forfaitaire qu'il leur donne. Le jour de la signature, le gouvernement leur donne un montant forfaitaire. Les syndicats disent, ça n'existe pas, parce que, tu sais, c'est pas récurrent, on le reçoit pas chaque année. On le reçoit une fois, après ça, on le revoit plus. C'est juste que, je veux dire, pour le reste des contribuables, le type là, qui travaille dans un garage dans le privé, lui, il l'a pas ce 1000 $-là d'un coup. Tu sais, bon, OK. Mais après ça, ben là, le reste, c'est des primes. On dit les primes, on peut pas compter ça, c'est pas tout le monde qui les a. Ouais, mais il y en a qui... Fait que c'est 13 %, mais ce qu'on compte du côté du syndicat, on compte juste le 9 % qui est l'augmentation de salaire récurrente applicable à tous, alors que le gouvernement lui compte l'ensemble de ce qu'il met sur la table pour l'ensemble des employés. Mais on se comprend, là. Avec ce qu'on a connu comme inflation, ça fait des mois qu'on le sait que le gouvernement va devoir en mettre plus, va devoir faire une offre bonifiée. C'est juste que c'est un peu plate de voir que les journées de grève sont déjà organisées pour édoutrer de la proposition gouvernementale. On a vraiment l'impression qu'on avance pas beaucoup. Déposer son offre bonifiée avant, par exemple. Ouais, ou encore, ce matin, on était rendu ailleurs. Là. Ce matin, dans mon segment politique à l'émission, Emmanuel Latraverse nous disait, le gouvernement aurait dû attendre pour la déposer après, là, laisser faire leur grève, parce que là, ils sont comme obligés de dire non. Comme la journée de grève est organisée, ils sont obligés de dire non pour pouvoir se crier les slogans, là, outrés à la grève. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qui... Mais ou bien que les deux sont consentants. Ouais, peut-être les deux sont consentants à dire, regarde, de toute façon, ça va finir en grève générale illimitée, fait qu'on va faire la petite pièce de théâtre, puis on sait où on va aboutir. Peut-être que c'est tout simplement ça. Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir.